Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bonsoir, il est 17 h. Et bonne année aussi, c'est vrai. Bienvenue au Mémorial de la Shoah. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir les historiens Tal Brutman et Christoph Kreutzmüller à l'occasion de la parution de leur nouvel ouvrage, Auschwitz, l'image comme source, publié au Seuil avec le soutien du Mémorial de la Shoah. Alors cet ouvrage est le fruit d'un travail entamé il y a une dizaine d'années par nos deux invités sur ce qu'on appelle communément l'album d'Auschwitz, un album qui rassemble près de 200 photographies qui témoignent de l'arrivée des Juifs hongrois au printemps-été 1944 à Auschwitz-Birkenau. Ces images, comme le rappellent les auteurs, constituent la principale source visuelle de la solution finale à Auschwitz. Elles occupent une place centrale de notre mémoire visuelle de la Shoah en raison de leurs multiples usages, en particulier dans les films documentaires, où elles jouent le plus souvent un rôle purement illustratif pour symboliser l'extermination des Juifs. Alors, le fait de reconnaître ces images au premier coup d'œil, d'entretenir avec elles une certaine familiarité, n'implique pas pour autant qu'on comprenne ce qu'elles donnent à voir réellement et surtout ce qu'elles nous disent du fonctionnement du complexe d'Auschwitz-Birkenau et du processus génocidaire nazi. Nous en étions là avec ces photos, tout le monde les reconnaît sans les connaître, jusqu'à ce que nos deux invités aient la riche idée de considérer ce corpus comme une source historique de première main et publie avec Stefan Hördler un premier livre que nous avons présenté ici il y a quelques années, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes, d'abord en allemand, puis en français, déjà aux éditions du Seuil. Alors, cet ouvrage a rencontré un remarquable succès public et critique et a donné lieu à une exposition au Mémorial que vous avez peut-être visitée l'année dernière. Et le livre, évidemment, le commissariat de cette exposition a été assuré par Tal et Christophe. Et le livre dont on va parler aujourd'hui, Auschwitz, l'image comme source, s'inscrit dans le sillage de cette exposition. Il est composé de courts chapitres qui s'emboîtent les uns aux autres et qui prolongent l'enquête menée par les auteurs en resserrant la focale sur certains aspects de ces images pour déceler de nouveaux indices qui permettent de montrer que le complexe d'Auschwitz-Birkenau était connecté à un environnement beaucoup plus large dans lequel évoluaient un tas de gens, des civils, des ouvriers ou encore des industriels qui savaient ce qui se passait dans le camp. Donc pour discuter de cet ouvrage, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Richard, qui est auteur et éditeur et qui est un familier des rencontres à l'auditorium. Il va poser des questions, discuter avec nos deux invités durant environ 1 heure. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions et de faire signer le nouvel ouvrage, donc, de l'acheter si vous le souhaitez et de le faire signer par leurs auteurs. Bertrand, c'est à toi. Merci beaucoup, Julie. Merci, Tal et Christophe, de discuter avec nous aujourd'hui. Je rebondis sur ce que vient de dire Julie sur ces images qui nous sont familières. Et en effet, il y a une fausse évidence de ces images. Et en lisant ce livre, ce qu'il faut dire, c'est que ce livre se lit et se compulse, un peu comme on compulse des archives, parce qu'on n'arrête pas de le lire, puis de revenir à des photos 2 ou 3 pages auparavant, puis on revient à la lecture. On a une participation très active à la lecture. Donc si vous êtes fatigué de scroller sur des écrans, prenez ce livre, parce que ça mobilise toute l'intelligence et tout l'intérêt du lecteur. Donc vraiment, c'est une expérience de lecture très, très riche. L'évidence des images, ça m'a fait penser aussi à un vieux souvenir de philo quand on est au lycée, à la caverne de Platon. C'est-à-dire que ces images, elles sont un peu comme les images qu'on voit sur le fond de la caverne. Les prisonniers pensent que c'est la réalité. En fait, ce n'est pas du tout la réalité. Pour savoir quelle est la réalité, il faut se retourner
et essayer de regarder d'où vient la lumière. Et au fond, il faut retrouver la notion de l'image comme source qui titre cet ouvrage. Et alors, pour commencer la conversation, moi j'avais très envie de vous demander, Julie faisait mention d'un travail qui s'était entamé en 2015. Qu'est-ce qui se passe en 2015 et pourquoi Christophe, autour de cet album qui est à Yad Vashem aujourd'hui, qui est conservé à Yad Vashem, pourquoi vous vous dites ces images, qu'est-ce que c'est, comment elles fonctionnent? Il y a quelque chose qui cloche, il faut essayer d'en savoir plus sur elles. Comment ça se passe et comment vous en parlez avec Tal? J'ai une très longue histoire de travail sur les conférences, sur des conférences où on n'a pas présenté ces images sans trop de commentaires à la fin des années 90, début des années 2000. Et au début, en fait, je me suis rendu compte que ces images ne fonctionnaient pas ensemble. Et je me suis dit, même si je suis vraiment fou, en fait, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que si on parle de ces sources, ces photos en tant que source, cela change la perspective, ce que l'on sait sur les photos. Donc, il faut avoir quelqu'un avec qui vous pouvez vous asseoir et qui vous permet de discuter. Parce que, vous savez, on voit des choses, on pense qu'on les connaît, et ça, c'est la puissance d'une photo. Ça vous donne une image, mais l'autre chose, c'est si on la regarde comme une source, il faut pouvoir en discuter en Tal, paix. Tal? comment avez-vous vous-même reçu cette proposition de Christophe consistant à regarder ces images et d'une certaine manière à les faire parler, pas uniquement à les regarder, mais à leur poser des questions? Comment expliquer ça? D'abord, il a évacué beaucoup de choses sur l'histoire de la discussion parce que on était à Boston fin 2014 et il a évoqué qu'il y avait des problèmes là-dessus avec un truc qui est intéressant et qui apprend la modestie. C'est que moi, à l'époque, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur Auschwitz et que je suis censé être un spécialiste d'Auschwitz. Pas que pour ma mère, mais pour beaucoup de monde. Et lui, qui connaît à peine à Auschwitz, il a été une fois à Auschwitz, il ose me dire à moi qu'il y a un problème sur l'album alors que je suis pas. Donc forcément, voilà, il avait raison, mais ça montre une chose, c'est que l'image est quelque chose qui n'est pas pensé. Et ce qui est encore plus intéressant, lui a travaillé depuis très longtemps sur les photos. Moi, j'ai un compagnonnage avec les photos qui n'est pas le même que lui, mais en plus, moi, je viens de la bande dessinée. Pour payer mes études, j'ai bossé dans une librairie de bande dessinée. Enfin, j'ai une longue histoire avec la bande dessinée, donc je connais aussi l'image. Pas la même que l'image photographique. Donc j'ai aussi l'image et pourtant, je n'avais pas réfléchi à ça. Donc à partir de 2015, on a commencé fait quelque chose qui aurait dû être rapide au départ, c'est ce qu'on pensait, puisqu'on s'est dit, il y a un problème avec... Et donc vous avez l'album sous les yeux et on va en parler, mais ça m'a permis de comprendre que les historiens sont des crétins comme les autres. Je m'explique, un album, n'importe quel individu normal avec un cerveau normal, sait qu'un album procède d'un mélange d'images. Les historiens, qui sont donc des crétins, et je m'inclus là-dedans, n'ont pas envisagé que l'album procédait d'un mélange. Et donc les génies de Yad Vashem qui ont travaillé dessus ont dit, vu que Lily Jacob a reconnu sur 4 photos des membres de sa famille, les 197 photos ont toutes été prises le même jour. Moi, pendant 15 ans, je n'ai même pas vu qu'il y avait un problème là-dedans, donc je suis un crétin comme les autres historiens. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que n'importe quelle personne qui fait un album, qui n'a pas fait X années d'études en fac d'histoire, c'est ça. Donc il y a eu un biais de perception, comme il y a souvent. C'est même pas un biais, parce qu'un biais, ça serait encore gentil. C'est une absence totale de réflexion. C'est ça qui est génial. Et quand on a commencé là-dessus, l'idée, en gros, c'était d'essayer de comprendre les séries qui avaient composé l'album et de le décomposer et de le recomposer. Et c'est quelque chose qui aurait dû être relativement rapide. Sauf que plus on travaillait dessus, et là, pour le coup, ça implique aussi,
c'est que plus on avançait, moins on comprenait ce qu'on voyait. Donc c'était plus juste une question de mise en page de l'album et de mélange de séries qui était le point le plus évident, mais c'était toute une question de changement de perspective et de compréhension des images que Christophe a évoqué. Mais voilà, donc c'est un mélange de plein de choses, d'une absence de pensée, de biais, parce qu'il y a plein de biais dans notre approche des images, et en plus d'une nécessité qui a fait jour à mesure qu'on avançait. Alors ça peut paraître très bizarre formulé comme ça, mais on essaiera de le montrer tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas comprendre des choses qu'on ne connaît pas visuellement. Et qu'il y a plein de choses qui traînaient dans les photos, on ne comprenait pas. Alors, lui, il a eu son épiphanie, sa révélation avec... Il y a une tache noire au fond de plein de photos. Pendant des mois, on s'est demandé ce que c'était. On a été au musée d'Auschwitz et dans les archives, il était écrit que tel jour et tel jour, il y avait un engin de levage à l'arrière-plan, Bagger. Et donc, on a compris que la tache noire au fond, c'était un engin de levage. Mais jusqu'au moment où on ne l'avait pas lu, on ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Et ça résume tout ce qu'on a fait d'une certaine façon. C'est qu'une photo, si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas la comprendre. Et quand on dit par ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose d'énorme parce qu'une photo, ça a des centaines de milliers d'informations. Et que justement, on n'apprend jamais à penser ça. C'est que quand on est confronté à une image, eh ben, on pense savoir, mais on ne sait pas. Et je peux vous donner plein d'exemples qui n'ont aucun rapport, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est si je vous montre une photographie d'un joueur de football des années 70 qui porte le numéro 14, la plupart d'entre vous dans la pièce ne savaient pas de qui je parle. Et ceux qui connaissent le football savent qui portait le numéro 14 dans les années 70, il s'appelle Johan Cruyff. Mais ça veut dire une chose, c'est que si vous n'avez pas de connaissances en football, vous ne pouvez pas comprendre la photo. Mais sur Auschwitz, vu qu'on est censé savoir, on ne se dit pas ça. Et c'est là où on est à la rencontre de plein de choses, une absence de réflexion sur le support qui est l'image, une pensée qui veut qu'on connaît tout sur Auschwitz, parce que etc., etc. Et tout additionné fait des couches de méconnaissance ou d'absence de connaissance. Mais... Et il faut ajouter à ça en plus que la composition de l'album, c'est en fait une non-composition. Est-ce que vous pouvez commencer par le commencement? Qu'est-ce que c'est cet album? Quel est son commanditaire? Qui le réalise? Et quel est cet objet spécifique que nous avons derrière nous? Car l'album, c'est en fait 15 exemplaires. Et ce que nous voyons derrière nous, c'est un seul exemplaire qui est très atypique. Donc Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que cet album? In a few words, I try my very best, but it's Oui, je vais faire de mon mieux, mais en fait, ça a été commandité par le nazi le plus élevé à Auschwitz, Rudolf Höuf, ancien commandant, qui a organisé les meurtres des Juifs en Hongrie, et il a demandé à son associé de longue durée, qui était photographe et qui travaillait dans le camp et qui prenait ses photos, de faire un beau rapport sur la façon dont le camp était organisé. Et ça, c'était l'intention. Les SF voulaient se montrer et montrer à leurs supérieurs comment ils étaient bien organisés, comment ils avaient bien organisé ce meurtre de masse. Et en fait, ça, c'est vraiment au centre. Auschwitz, c'est pas le centre, c'est juste une sorte de scène. Hein. Ils n'ont pas photographié en détail le crématorium comme l'aurait fait un architecte. Non, ils ont dit c'est la machine qu'on a pour exterminer ou la rampe pour monter au crématorium. En fait, et ce qu'ils ont surtout montré, ce sont les gens qui venaient en groupe organisé pour être exécutés, ceux qui étaient forcés au travail forcé, et ce qui restait de ces personnes. Et c'est là où commence l'album, parce que ce que l'on voit, c'est un album de photos qui a été probablement pris dans le camp par quelqu'un qui a été tué dans le camp. Et il y a beaucoup d'albums d'Auschwitz. Et c'est pourquoi on a eu des difficultés à l'appeler l'album d'Auschwitz. Et si je peux me permettre encore une phrase, c'est un album aussi de Auschwitz. Cela
concerne ce qu'ils faisaient, les nazis, et comment c'est fait de l'extérieur. Et si on voit la couverture, c'est assez de médiocre qualité. Ce n'est pas une copie officielle, ce n'est pas fait sur du beau papier, parce que si c'était une copie officielle, ça aurait plutôt ressemblé à cela. Et ça a été retrouvé dans un pyjama, dans un camp. Et on sait que le photographe en chef, SS, est allé dans ce camp. Il l'a probablement laissé dans son pyjama lorsqu'il a vu Donc les la Américains première image qu'on a vue, pas venir et celle-ci qu'il mais la s'était précédente, échappé. c'est un album qui a été élaboré comme un trophée. Hein. C'est une sorte de trophée, c'est-à-dire c'est comme un vainqueur dans l'Empire romain qui prendrait à sa victime quelque chose tout à la fois pour l'humilier et pour conserver un souvenir de sa propre victoire. C'est ça en fait, puisque cet album a probablement été pris en effet depuis le Canada, c'est-à-dire un secteur où étaient stockées les affaires des Juifs débarqués sur la rampe. N'est-ce pas, Tal? En effet, alors, il y a plusieurs choses dans cette question. D'abord, et Christophe l'a dit, mais il faut souligner et vraiment verbaliser, l'album est moche. Et mais justement, ça pose une question, parce que ça, c'est un album officiel, et on a un album qui contient des photos extraordinaires, et pas extraordinaires d'un point de vue mémoriel, ni esthétique, mais extraordinaire parce qu'il est interdit de photographier des convois qui arrivent à Auschwitz. Donc cet album ne devrait pas exister. C'est là où justement il y a quelque chose qui ne va pas. On a quelque chose d'extraordinaire dans un album qui est d'une laideur évidente. À plus forte raison que si vous comparez pas seulement avec ça, mais avec des albums, tout ce qu'il y a de plus commun de soldats allemands, voilà, ça, on ne peut pas dire... Enfin, on voit que l'album de base d'un soldat allemand, qu'il soit Wehrmacht, Luftwaffe ou SS, c'est un album qui présente bien. Donc c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce que vous avez dit, c'est vraiment un trophée, c'est-à-dire que l'album a sans doute été, ou même l'album a été commandité par Rudolf Höss. Nous savons qu'il a été établi en une quinzaine d'exemplaires, mais que ce qui nous est parvenu n'est pas un exemplaire officiel, c'est le trophée, le souvenir de Walter, le chef du service anthropométrique d'Auschwitz, celui qui fait les photos, et que donc, pour avoir cet album, il a dû aller se servir au Canada parce qu'il n'y avait pas la dotation, comme ceux qui travaillent dans des entreprises ou dans la fonction publique le savent, il n'y a pas toute la dotation qu'il faut pour des souvenirs personnels. Donc, il a récupéré un album, et là, pour le coup, Christophe va en parler, il a récupéré un album au Canada, et il y a une dédicace dans l'album. You want to say something about what's written? Yeah. I mean, first, you cannot read it all because On ne peut pas le lire parce que c'est pas bien écrit et il y a des erreurs en allemand. Mais donner un album aux oubliés, aux non oubliés par quelqu'un que l'on aime beaucoup, qui vous aime beaucoup. En fait, Walter a fait cet album, l'a gardé et a gardé cette inscription à l'intérieur. Parce qu'il y a une connexion à un meurtre, une connexion directe au meurtre. Parce que Heinz a donné cet album, cela depuis les anciennes longtemps. photographies ont dû être enlevées pour être remplacées par les photos des nazis, des deux officiers SS photographes. Ce qui est effectivement d'une perversité inouïe. Absolutely, yeah. Oui, en effet. Et c'est facile parce que vous voyez que le système de liaison, est très simple. C'est juste une petite corde, et en fait, cela montre d'où il vient. C'est une sorte de signe, d'indice pour vous dire d'où il vient.
Et on voit des photos. Ici, c'est Tal qui a retrouvé la date de la photographie en s'appuyant sur les valises 15 ou 16 mai, en fait. Et en fait, il est allé là-bas pour aller trouver les choses dont il avait besoin. Il avait déjà son appareil photo, un Leica depuis longtemps. C'était sûrement un appareil photo volé avec des films volés, des pellicules volées. Et donc, il a fait cet Alors album rentrons désormais dans ce que artisanal. montrent ces images telles que vous les avez analysées, investiguées. Comment vous y êtes-vous pris pour redonner de l'intelligibilité à ce qui au départ se donne comme relativement confus? Comment vous y êtes-vous pris, Tal? En fait, on s'y est pris par deux moyens qui peuvent. Enfin, c'est une question qu'on nous pose depuis le début. Enfin, je dis pas qu'elle est banale, hein, que ce soit très clair, mais c'est une question qui est assez bizarre parce qu'en fait, il n'y a que deux moyens pour travailler sur des images. C'est un, passer son temps à les regarder, et deux, en discuter et échanger et se contredire ou se compléter. Mais voilà, donc pendant les 5 ans où ça a duré sur le travail sur le premier livre, ça a été des échanges constants ou par mail ou en discussion, à partir de réflexions que l'un ou l'autre se faisait à partir du même corpus, et d'essayer de comprendre des choses qui sont difficilement compréhensibles. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait que c'était tout un ensemble de couches d'informations qu'il fallait littéralement peler et interroger. Chaque photo, en fait, induit tout un ensemble de réflexions. Et je vais sans doute le laisser commencer avec cette photographie. Mais justement, ce que Julie Mac disait en introduction, c'est que ces photos, elles sont ultra connues, mais en même temps, elles posent énormément de problèmes. Celle-ci en particulier, vous la retrouverez partout dans le monde, dans tous les musées du monde. Dès qu'il s'agit de parler d'Auschwitz, c'est cette photo qui est utilisée. Elle est exposée ici, elle est exposée à Washington, elle est exposée au musée de la Grande Guerre patriotique à Moscou, même si c'est beaucoup moins couru en ce moment, Moscou, pour de très bonnes raisons. Mais voilà, elle est partout, et pourtant, elle soulève tout un ensemble de problèmes. Du moment qu'on met le doigt dessus, on se rend compte à quel point cette photo ne devrait jamais être utilisée, sinon dans un contexte très particulier. Et pour le faire rapidement, avant de lui céder la parole, ce que vous avez sous les yeux est une photo qui est intégralement mise en scène. Toute image procède d'une mise en scène, mais celle-ci ne correspond à aucune réalité autre que le moment où ça a été photographié. Et il suffit juste de réfléchir. Alors, quand je dis ça, il n'y a pas de cynisme. 2 secondes. Vous avez une demi-douzaine de SS qui sont en train de discuter et de fumer des clopes. Il y en a un, vous pouvez voir, qui fume une clope au premier plan, avec 3000 juifs parfaitement alignés qui ne bronchent pas. Et donc, ça devrait soulever une interrogation. C'est comment est-ce qu'on obtient ce résultat? En fait, on ne l'obtient pas comme ça. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en plus, si vous mettez à réfléchir, à décomposer l'image, et je vais lui céder la parole, on se rend compte à quel point cette photo, d'un point de vue, on va dire, pédagogique, est absurde. Et c'est là où elle soulève énormément de problèmes. D'abord, et je vais m'arrêter là-dessus, le premier problème, c'est qu'elle nourrit 2 représentations, 2 fantasmes inconsciemment. C'est un, les Allemands, en l'occurrence les SS, sont des gens organisés, vous le voyez. Et 2, les Juifs se laissent mener comme des moutons à l'abattoir, ce que tout le monde sait depuis, enfin, tout le monde sait, ce qui a été couru depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'en fait, on est face à une photo qui est totalement mise en scène. Mais Christophe, up to you now. Yeah, photographing usually always changes what is photographed. La photo change toujours en fait ce qui est photographié parce que les gens sur les photos réagissent. Mais ça, c'est encore plus mis en scène parce que si vous regardez de façon détaillée, vous voyez que les SS attendent les photographes. Il faut vous imaginer, Auschwitz à cette époque, c'était très occupé. Il y avait beaucoup d'activités. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient exécutées. Donc il y avait un flux constant. Et les SS poussaient toujours les gens. Donc, il n'y avait jamais le temps de s'arrêter. Mais ici, on voit que les gens prennent leur temps et attendent.
Et Walter prend 2 photos et il attend et on voit qu'il y a une personne au milieu qui prend un SS et on voit ensuite au milieu la personne qui regarde le photographe, cette femme qui regarde le photographe. Donc, en fait, ils attendaient qu'une bonne photo soit prise. Et pourquoi cela? En fait, c'est une des rares photos où on voit le portail central, qui est en fait le symbole de Auschwitz. Et donc, je pense que beaucoup d'historiens et de personnes qui organisent des expositions ont choisi cette photo parce que cela permet d'identifier Auschwitz. Sur la plupart des autres photos, on ne peut pas, en tout cas pas au premier coup d'œil. Avec ce point évidemment très spécifique à Auschwitz, qui est le seul camp qui est un camp à la fois d'internement, si on peut dire, et un camp d'extermination. Et donc la notion de sélection a rendu ces images-là tellement fascinantes, au sens où ça sidère, que ça nous a sans doute demandé beaucoup plus de temps pour les comprendre aussi, d'une certaine manière. Alors ça, c'est une version optimiste, parce que en fait, elles ne sont pas comprises, vraiment, et pas toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, et pas juste parce que c'est Auschwitz, et que c'est un endroit où il y a à la fois un camp de concentration et un centre de mise à mort. Mais c'est pas ça, parce que quand on met côte à côte ces 2 photos, on se rend compte de l'énormité, à la fois de l'absence de réflexion, et qui illustre ce que Christophe disait. D'abord, vous pouvez voir qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Là, vous avez une sélection qui est en cours. Vous pouvez voir que les gens sont éparpillés à perte de vue sur le quai, les colonnes ne sont pas ordonnées, la sélection a commencé. Sauf que si je vous demandais de décrire la photo, là, vous me diriez que c'est hyper organisé. Et le mot que tout le monde aurait en tête mais n'oserait pas dire là, c'est que c'est le bordel. Et c'est là où justement il y a quelque chose de très particulier, c'est que parce que cette photo est le bordel intégral, on la comprend difficilement. Et que celle-ci, on a l'impression de la comprendre. Parce que c'est ultra organisé, on peut la diviser en 3 tiers, un tiers de vide, un tiers de matière, un tiers de vide. Toutes les lignes de fuite vont vers le mirador central, c'est ultra esthétique. Et donc ça nous plaît. Là, c'est absolument pas esthétique, il y en a de partout. A priori, on a l'impression de ne pas la comprendre, alors que là, vous ne pouvez pas voir la sélection. Là, vous pouvez voir une femme avec son nourrisson qui part vers une chambre à gaz, le SS qui monte la direction. Vous pouvez voir les prisonniers qui ne sont pas sur l'autre photo pour des raisons évidentes. Parce que l'autre photo a été mise en scène par les SS pour montrer à quel point ils sont bons dans leur travail, etc. etc. Mais justement, c'est en ça que la question que vous avez posée, elle se heurte à un truc, c'est qu'on ne réfléchit même pas que c'est pas juste une question de difficulté de compréhension d'Auschwitz, c'est si cette photo est utilisée dans le monde entier, c'est que esthétiquement, elle nous plaît. C'est pas conscient, mais on se dit, je comprends. Elle est organisée, on peut la quadriller, on peut la commenter d'un point de vue de la règle d'or en photographie. Là, c'est le foutoir. On la comprend pas, donc on la relève parce que notre regard n'arrive pas à capter les choses dedans. Mais les 2 appartiennent à l'album. Les 2 appartiennent à l'album. C'est là qu'il y a aussi un mystère, c'est que effectivement l'objectif des photographes SS, c'est de montrer 1, l'organisation nazie, 2, la docilité juive. Et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses. Mais là, ils conservent néanmoins ce cliché. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que d'une certaine manière, ils sont incompétents et davantage qu'on veut bien le croire? Et est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes tout à fait conscients de leur... Comment vous lisez ça? Le fait qu'ils aient conservé cette image. Alors, je veux dire, on avait tout prévu, mais pas ça. Enfin, ça devait intervenir beaucoup plus tard. You wanna do it? Ok. En fait, pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on a des photos qui sont bordéliques alors que il y a une dimension qu'il faut comprendre, c'est que ces photos sont faites par des nazis et qu'il faut réfléchir comme un nazi pour les comprendre. Par exemple, cette photographie, et c'est Christophe qui l'a pointé, n'a pas pu être réalisée en 1944. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le zoom n'existe pas en 1944. Le photographe est juché en haut d'un wagon. Il a pris un cliché qui est beaucoup plus large, mais qui, au laboratoire de développement au camp, a été recadré. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas pu être faite comme ça. Ça procède d'un recadrage de la photo. Et le recadrage est fait sur une femme qui porte un énorme
sac à dos et derrière un prisonnier qui porte un baluchon. Donc on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir recadré là-dessus. Et c'est en ça qu'on ne réfléchit pas comme eux, et c'est pas plus mal. Mais cette photo, elle correspond à un trope antisémite classique des années 30 et 40, qu'on retrouve dans toute la propagande nazie ultra en France, qu'on retrouve dans toute l'Europe. C'est le juif avec son baluchon. Voilà. C'est le juif errant avec son baluchon, ou alors le juif opulent qui transporte des liasses de billets. Donc en gros, cette photo, c'est la représentation d'un trope antisémite, de la même manière que ces photos où on a l'impression que c'est le bordel. En fait, il faut switcher de mot. C'est pas bordel le mot là, c'est ça grouille de juifs. Comme ça, c'est une photo faite au ghetto de Varsovie, ça grouille de juifs. Autrement dit, là, on est vraiment dans une logique qui sert le propos de l'album. Et le titre de l'album le dit, mais là aussi, l'album a été écrit en langue nazie. C'est Umsiedlung, qui se traduit par réimplantation, mais chez les SS, ça veut dire assassinat. Donc la logique de l'album, c'est de montrer que ça grouille de juifs au début, mais qu'à la fin, il n'y a plus de juifs. Et ça aussi, c'est une dimension, quand je parlais vraiment de couches tout à l'heure, c'est qu'il faut peler chaque couche pour réussir à comprendre tout ce qu'il y a dans ces photographies. And there's another answer, and that would be that the photographs are Oui. quite basically. En fait, Clearly see that in the beginning on they take on photos. peut voir que les nazis essaient d'apprendre. Doesn't Donc, work. au début, They try, ça ne then they fonctionne take pas. photographs Et ensuite, ils prennent des photos avec le soleil day where ou à midi. they take photos in the beginning from Au début, lower level. ils prennent des photos avec le soleil très très bas et ça ne fonctionne pas, ou bien avec la pluie et ça ne fonctionne pas. Donc, ils essaient d'améliorer leur façon de prendre des photos et ils apprennent la façon de présenter les photos. Et une autre réponse, c'est qu'on ne sait pas vraiment That were selected ce for the que final report to Hitler. pourquoi les photos étaient sélectionnées. Elles étaient sélectionnées pour le rapport final qui devait être présenté à Himmler. We don't want them. Et certaines photos, on a le sentiment que on ne les veut pas. Et 190 photos pour un rapport officiel, c'est beaucoup trop de photos. Il en fallait 50 ou 60 au maximum. Taken in Et donc, il faut prendre cela en compte. Ces photos étaient là, elles avaient été développées et voilà pourquoi elles sont toutes là. Et donc, le rapport officiel, certainement, devait être très différent, avec donc une approche beaucoup plus stable par rapport donc aux photos qui Est-ce que vous représentaient pourriez les êtres nous humains. dire quelques mots d'une dimension très topographique? Parce qu'il y a quelque chose qui, évidemment, nous frappe beaucoup quand on lit votre ouvrage, c'est que ces images si connues nous plongent souvent dans un univers visuel très restreint, borné par un mirador, ses deux ailes et une voie ferrée qui plonge à l'intérieur de l'enfer. Vous nous montrez, à travers l'analyse fine que vous faites de toutes ces images, que Auschwitz est moins un camp qu'une ville qui contient un camp, mais que par conséquent, il faut dézoomer pour comprendre la façon dont toutes ces choses s'interpénètrent et s'entrelacent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, presque topographiquement, comment tout ça fonctionne? Alors, ce qu'il y a d'intéressant par rapport à cette question, c'est que, et si on en revient à ces photos, mais c'est ces photos qui forgent notre savoir ou nos représentations, c'est que c'est simple, je l'ai déjà dit, mais je le redis, la Shoah, c'est des SS, des Juifs, au milieu de nulle part, puisqu'on ne voit rien, il n'y a rien derrière. Et ces photos, justement, quand on saisit un détail, on peut le tirer très très loin. Derrière, à l'arrière-plan, vous avez une fumée qui bouge. En fait, c'est un train qui est en train de circuler à l'extérieur. Et ça permet littéralement de basculer de l'autre côté des barbelés et de comprendre une chose. Donc, je vous explique. C'est une photo aérienne de 44. D'un côté, vous avez le camp de Birkenau, l'immense rectangle. Là, vous avez Auschwitz I. Et surtout, vous avez une gare voyageurs et une gare marchandises. Ça, c'est l'endroit où se déroule la détention et l'assassinat de masse. Mais vous pouvez voir qu'au milieu, il y a une immense voie ferrée, ce que tout le monde sait, mais aussi une immense gare. Et donc là aussi, c'est des choses très simples, mais une immense gare, ça veut dire beaucoup de voyageurs qui passent là tous les jours. Et que si on s'amuse à faire de la topographie et comprendre les choses,
Ce que vous avez là sous les yeux, ce train qui passe, si on le repositionne par rapport au photographe, c'est un train qui rentre à l'intérieur de l'Allemagne. Voilà, on est à la pointe orientale de l'Allemagne, il rentre à l'intérieur du pays, mais justement, ça permet aussi de réfléchir à quelque chose. Si vous voyez la fumée d'un train qui passe depuis l'intérieur du site, ça veut dire qu'à l'endroit où passe le train, vous voyez la fumée qui se dégage du site. Ça va dans les deux sens. Et justement, c'est là où ça permet de réfléchir à beaucoup de choses. Des trains, ça veut dire des gens, ça peut être des marchandises, mais il y a aussi la gare voyageurs. Ça veut dire aussi de la connaissance. Parce que d'abord, le camp, vous le voyez, il fait 2 km de long. Donc vous le voyez. Je ne vous dis pas que chaque passager d'un train voit le camp, mais si on lève le nez au moment où on passe, on le voit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, quand je vous dis on le voit, vous pouvez voir, c'est une photo qui est prise depuis la voie ferrée de la gare de marchandises, et vous pouvez voir à l'arrière-plan le camp de Birkenau. On le voit parfaitement, et vous pouvez même voir de la fumée qui s'élève à l'intérieur de Birkenau, et c'est la direction des crématoires 4 et 5. Je ne peux pas vous affirmer à 100% que c'est de la crémation des corps, peut-être la crémation de n'importe quoi d'autre, mais c'est dans cette direction-là. Donc on voit parfaitement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dès qu'ils prennent une photo, vous pouvez voir qu'il y a des trains de partout. Ça, c'est toujours la gare de marchandises. Il y a tout le temps des trains. Mais en plus, vous pouvez voir que le camp, là, est parfaitement visible. Et dès qu'ils prennent des photos d'un côté ou de l'autre de la voie ferrée, donc là, ça, c'est de l'autre côté de la voie ferrée, dans l'Industriehof, c'est-à-dire la zone industrielle. Il y a une photo qui est prise pour montrer la construction, mais vous pouvez voir qu'il y a des trains qui passent. Et puis là, c'est pris de l'autre côté, c'est la baraque de pommes de terre, le bâtiment qu'on voit le long de la voie ferrée, il y a encore des trains derrière. Et puis là, c'est l'Industriehof, et vous avez des trains. Dès qu'ils prennent une photo dans le coin, il y a des trains qui passent. Voilà, c'est le décor, le panorama d'Auschwitz. Autrement dit, l'idée que ça, c'est coupé du monde, en fait, non. Tous les jours, il y a des dizaines de trains, marchandises ou voyageurs, qui passent à l'arrière-plan. Et que donc les gens peuvent savoir. Mais en plus, ces photos, et c'est l'expert en nombre qui a fait l'autopsie, ont été prises vers 12 ou 13 heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a les horaires des trains qui circulent. Et vous avez notamment une ligne très importante qui est la Vienne-Prague, qui va jusqu'à Varsovie, qui passe par la gare d'Auschwitz. Et bon, c'est un peu caché par le trait, mais à 13h02, vous avez un train qui passe. Donc, hypothétiquement, ça peut être le 13h02 qui est rempli de centaines de voyageurs qui passent à ce moment-là. Et justement, on voit le camp, on voit la fumée, mais on sait aussi que ça pue littéralement. Ça, on le voit ici, que ça pue, c'est visuel dans cette photo. On a plein de témoignages de l'extérieur du site qui rapportent que et ça date de la guerre, ça pue littéralement la mort. Autrement dit, quand on passe à Auschwitz, on peut savoir. Je ne dis pas que toute personne comprend, mais on peut savoir. Mais il y a un autre point qui est très important, c'est que dans la presse de l'époque, donc vous pouvez voir, c'est un des quotidiens de Haute-Silésie, il y a un brave individu, alors bon, ça a mal supporté l'agrandissement, mais qui passe une petite annonce le 31 mai 1944. La veille, il a oublié dans un train régional qui passe par Auschwitz son pardessus et sa serviette. Sauf que le même jour, il est descendu à la gare d'Auschwitz, le 30 mai 1944. Le 30 mai 1944, il y a 10 000 juifs d'Hongrie qui ont été tués et incinérés à Auschwitz. Donc vous avez un croisement entre la vie quotidienne dans tout ce qui est de plus banal, oublier ses affaires dans un train, et le fait que le type qui a oublié ses affaires dans un train, il le fait à 500 mètres, si je reviens en arrière, très loin en arrière, très très loin. Il a perdu ses affaires dans la gare de voyageurs qui se trouve à environ 500 mètres du camp. Donc il a senti une odeur putride. Voilà, ça vous montre une réalité qui n'est jamais envisagée. Pendant très longtemps, on n'a pas envisagé que ça se passait à côté de lieux où les gens vivaient. Non, vous l'avez dit, lui il n'a rien dit pour l'instant. C'est que ça fait partie d'une ville, c'est pas relégué à l'extérieur d'une ville. Si on prend Treblinka, si on prend Chelmno, si on prend Sobibor, c'est au milieu de la campagne. Là, vous êtes au cœur d'une ville qui, en plus, est en plein développement. Il y a 30 000 habitants en 1944. Ce n'est pas un truc qui est loin de la civilisation.
Oui, je crois que la gare d'ailleurs d'Auschwitz, elle était en phase d'agrandissement. Et Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? Parce que vous êtes aussi spécialiste de l'économie à cette époque-là, de toute la dimension économique. Et c'est une zone, Auschwitz, qui connaît effectivement un réel boom économique. Alors, en outre, il y a le chantier de la rampe qui permet d'être au plus près des crématoriums, qui n'est pas fini, même si les trains arrivent bondés de déportés, le chantier n'est pas fini. Autrement dit, il y a des travailleurs qui sont là, des travailleurs qui sortent du camp, qui y reviennent. Donc effectivement, l'espace est complètement ouvert sur le reste de la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, cette intense activité euh, de la ville d'Auschwitz au printemps et à l'été 1944? I'm afraid I have to take you back to 1941, En 42. fait, il faut que je revienne à 1941, 1942. Tout était planifié, comme vous pouvez le voir à l'entrée. Le principal bâtiment, ils ont toujours eu le dessein d'avoir un chemin de fer qui traverse le camp. C'est pour ça que le crématoire 3 et 4 sont donc à la fin, puisque ils avaient planifié cela dès le début. Auschwitz est construit sur différents champs et il y a beaucoup de trains avec nombre de wagons, nombre de personnes qui sont sur ces trains, ces wagons. Et si vous voulez construire quelque chose comme cela, il faut consolider le sol et il faut convaincre les chemins de fer allemands qu'il faut le construire d'une façon correcte. Et c'est comme ça qu'on essaie de convaincre le Reichsband à l'époque, afin qu'ils aient la possibilité de le faire, d'utiliser donc des chemins de fer, d'être assez solides en fait. Et certaines voies ferrées viennent de Dortmund. Et il fallait qu'ils obtiennent plus de fer, plus de matériaux pour ces chemins de fer. Et ils ont commencé à construire tout cela de façon très lente parce qu'il fallait consolider le sol, il fallait le faire morceau après morceau. Et ensuite, il y a eu une société allemande qui a dû venir pour accélérer la construction, puisqu'il s'attendait à ce qu'il y ait encore plus d'extermination. Et on peut le voir sur les photos, en fait. C'est pris à la fin de mai 1944. C'est donc un transport qui arrive. Et les associés de Vachette-Brotman prennent ces photos avec une vision antisémite, bien sûr. Ils veulent montrer ce à quoi ressemblent les Juifs de façon très stéréotypée. Et si vous regardez ces photos, vous pouvez voir que la rampe est vide au moment où on prend les photos, à part quelques personnes qui examinent donc le sol sur les pistes de chemin de fer. Ils ont donc des vêtements à large rayure. Et donc, c'est probablement l'une des 7 personnes que l'on connaît par le nom, nommément, des travailleurs allemands qui travaillaient pour la société Reckmann, donc sur cette rampe. Et ils étaient toujours en train de construire cette rampe. Ce n'était pas fini lorsqu'ils ont commencé les déportations. Ils étaient un petit peu cachés sur les photos. Mais il y avait un travail qui se produisait. Donc la rampe était vide et ils essayaient de retourner sur cette rampe pour finir le travail de façon très rapide. Et donc cela montre l'interdépendance en fait aussi. Et bien sûr, dans le livre, on résume cela en disant il n'y a aucun camp qui ne soit une île. Tout cela est lié avec beaucoup d'autres choses externes. Et ici, Richard Reckmann de Cottbus, qui était le propriétaire et qui a continué à vivre en Allemagne de l'Ouest après la guerre, et qui a eu une vie très heureuse. Pour le fait que son entreprise ait été démantelée après-guerre
Et il me semble que bien des années plus tard, il a été dédommagé pour ce démantèlement par les autorités ouest-allemandes. Yeah, as a refugee Oui, from en the tant que réfugié de l'Est, was compensated for the loss of his il company. était Yeah. donc compensé, Revenons à la façon de dédommagé travailler des pour la perte photographes. de sa société. On a vu ces juifs typiques qui étaient photographiés, évidemment, pour réactiver les tropes antisémites. Hein. Et puis, ce que vous avez dit tout à l'heure, Tal, sur le whistle dog, c'est-à-dire cette manière de faire allusion comme ça, de signaler à celui qui regarde les images, une imagerie antérieure. Il les fait poser aussi, ces vieillards juifs. C'est-à-dire que les photos montrent qu'ils ont des chapeaux et puis ils n'ont plus de chapeau. Or, on sait à quel point il était terriblement humiliant à l'époque de voir son chapeau ôté. Donc on voit bien ce regard nazi perpétuel quoi, dans la façon de prendre les photos. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses. D'abord, et Christophe l'a dit, c'est pas des photographes, ni Walter ni Hoffman ne sont des photographes professionnels, donc ils savent pas faire, ils savent pas faire de photos. Donc quand on leur demande de photographier des trains qui arrivent, ils savent pas faire. C'est pour ça qu'il y a plein d'essais dans l'album de Walter. Il y a des photos qui sont prises à plusieurs reprises, toujours de la même manière, et puis à contre-jour ou avec de la, bref, ils savent pas, ils apprennent. Et ce jour-là, il est évident qu'on leur a donné l'ordre de photographier des juifs typiques. En gros, des juifs religieux. Sauf que Hoffman, alors Walter était artisan avant la guerre, SS mais artisan, et Hoffman est instituteur. Et si vous regardez la manière dont les photos sont organisées, vous pouvez voir d'abord que c'est organisé comme une photo de classe. Parce que Hoffman ne sait pas faire une photo de groupe, c'est pas un pro. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit ce qu'il a fait quand il a vu à l'école les photos de classe. Au point que vous pouvez voir qu'il y a un banc, et que le seul jour où il y a un banc à la gare d'Auschwitz, vous pouvez le voir, on a amené un banc exprès. Et le banc, il est tout déglingué, il y a une planche qui se pète la gueule. Donc c'est pas un banc qui est habituellement là, mais c'est induit aussi, quand on reconstitue la chaîne d'événements, c'est pas Hoffman ni Walter qui ont transporté le banc. C'est-à-dire qu'il y a des prisonniers qui ont été mobilisés pour cette opération photographique. Si je reviens en arrière, le banc a été déplacé. Hoffman a choisi ses juifs pendant la sélection pour la photo, ce qui montre à quel point il participe à l'assassinat. Et en plus, vous avez raison de rappeler qu'à l'époque, il faut avoir le crâne couvert, mais ceux-là, ce n'est pas à l'époque. Les mêmes aujourd'hui devraient avoir le crâne couvert. Donc, ce n'est même pas une question de civilité liée à l'époque. Vous avez 2 photographies d'humiliation, mais qui ne sont jamais comprises comme étant des photos d'humiliation. Que d'abord, quand on reconstitue l'ordre, c'est évident qu'il finit par leur imposer le fait de se découvrir. Il ne commence pas par leur imposer ça. Mais donc là, l'action permet de mettre en lumière qu'ils se découvrent. Mais en plus, quand on est confronté à ces images, on ne réfléchit pas comme un nazi, c'est heureux, ni comme un juif religieux, parce que ce n'est pas notre culture. Du coup, on ne comprend pas que là, ce sont 2 photographies d'humiliation. Et en fait, quand on parcourt l'album, on ne fait pas attention. Mais en plus, vous l'avez dit, si vous regardez la photo numéro 2, il les prend sous des angles très particuliers pour faire ressortir les traits, pour les faire correspondre à des caricatures antisémites. Donc il y a tout un jeu de mise en scène, à la fois une mise en scène qui est revendiquée, la mise en scène antisémite, une mise en scène qui devrait être professionnelle, qui ne l'est pas, c'est il faut faire une photo de groupe, on les met sur un banc. Mais en plus, si vous faites attention, c'est que derrière, le convoi, il est parti. Donc les photos, elles sont prises. Une fois que le convoi est parti, la sélection est terminée. Mais ces gens-là, une fois que la séance photo est terminée, Hoffman les envoie à la mort. Donc ces photographies, elles sont directement liées à l'assassinat, y compris par le rôle, le jeu mené par les 2 photographes. Et en ça, ces photos, elles ne sont pas prises de l'extérieur, entendues par quelque chose qui n'a pas d'interaction avec les victimes. Les photographes font partie du processus de destruction. Oui, ils savent qu'ils photographient des morts. Exactement. C'est un tir photographique, on parlait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Un tir photographique. Christophe, vous voulez ajouter quelque chose? Yeah, maybe one more thing. Chose. Of course, they played with perspective and form. Il joue avec la perspective et le format des 196 photos
185 sont prises en tant que photos, en mode portrait. En mode panorama, pardon, en mode paysage. Comme celle-ci. Comme celle du haut, les deux du haut. Uniquement 11 d'entre elles sont prises en mode portrait et les modes portraits sont uniquement utilisés s'ils montrent des personnes qui, d'une certaine façon, sont dans les yeux du photographe, sont sur le point d'être assassinés. Des juifs très typiques qui vont être assassinés. Les modes portraits peuvent montrer donc dans l'album qu'ils ont pris une bonne décision, que ces gens devaient donc être exterminés, parce qu'ils représentent une disgrâce. Et ça, c'est le mode portrait. Et même dans le mode de photographie, c'est une décision qui est prise. Et c'est la plus terrible des décisions qui est prise ici. Toute cette volonté de maîtriser ces photos, de les instrumentaliser au service de l'idéologie, on voit bien qu'en même temps, il y a des détails dans la photo qui leur échappent. Des travailleurs de Reckman qui apparaissent, le bazar dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des actes de résistance des déportés. Ça aussi, ça surgit de la photographie. Alors, je ne sais pas si on a sélectionné, malheureusement, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'aurais dû vous dire que j'allais en parler, mais en fait, je ne savais pas que j'allais en parler. Mais de même qu'il y a des détails qui surgissent par-devers les photographes, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne peuvent pas maîtriser, qui nous permettent de comprendre, grâce à vous, ces images un peu mieux. De même, on voit des actes de résistance, et notamment ces fameuses langues tirées par certains des déportés. Et je voudrais que vous nous en parliez, parce que dans votre livre, vous avez des mots très forts et une analyse très forte de ces langues tirées. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, Christophe? I mean, it tells you two things. Of Cela course, vous there dit was deux choses. Bien sûr qu'il y a eu de la résistance, même après des mois de persécution et de mauvaise nutrition et 3 jours passés dans des trains sans aucune eau, dans une chaleur épouvantable, il y a des actes de défiance. On en discutait, puisqu'on continue de discuter sur ces photos, bien sûr. Même la propreté évidente de ces personnes, après 3 jours, dans ces trains sans aucune facilité, sans aucune toilette. Bien sûr, c'est un acte de résistance. On sort du train et on essaie de ne pas sembler apparaître aussi débraillé. On essaie de faire en sorte que les habits apparaissent d'une meilleure apparence, plus sophistiquée en quelque sorte. Ça, c'est un acte de résistance. Et ça doit être examiné. Et ces langues tirées, c'est vous ce que vous avez vu. On a dédié le premier livre à ces 4 personnes qu'on a identifiées qui tiraient la langue aux photographes. C'est uniquement si l'on regarde de près ces photographes que l'on peut voir cela. Et ça, c'est des informations sur les photos de groupe. On a tellement d'informations, des centaines de personnes avec énormément de tresses, avec des personnes qui ont des habits à pois, par exemple. Tout ça donne des informations. Et nous, en fait, les photographes sont passés à côté, mais nous, on l'a vu. Oui, par rapport c'est absolument fascinant. On voit un certain nombre de déportés tenir des miches de pain, et dont certaines sont assez conséquentes, probablement parce qu'ignorant la fin de leur périple, ils l'économisaient pour que dans l'hypothèse que ce périple puisse durer encore de très nombreux jours.
Ajoutons à ça la chaleur qui rendait probablement l'ingestion de ce pain qui devait être sommaire, difficile. Tout ça, vous tirez tous ces fils-là, ce qui rend l'examen de ces photos absolument passionnant et presque infini. Bah, ça pourrait être infini, mais il a dit qu'on en avait... On a d'autres sujets de discussion dans la vie, voilà. Mais oui, on pourrait continuer à travailler là-dessus, parce que c'est plus qu'une mine d'informations, c'est d'une richesse infinie. Donc on pourrait pointer chaque élément et montrer chaque... Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Et... Le croisement avec les témoignages, néanmoins, parce que ça, c'est un point sur lequel je voulais aussi vous interroger, c'est que les témoignages, parfois, ne concordent pas, et même très souvent, avec ce que semblent montrer les images. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Alors, je peux, voilà. Donc, le témoignage que tout le monde connaît, je pense qu'ici, tout le monde le connaît de manière évidente, c'est la sélection... À gauche, c'est la mort, à droite, c'est la vie. Et c'est là où ça pose plusieurs problèmes, et c'est un témoignage qui est généralisé. Je vais vous montrer à quel point il est généralisé. Premier problème, c'est que sur la rampe, et cette photo, vous pouvez voir où elle a été prise, c'est là où il y a le point rouge. Sur la rampe, les convois sont séparés en deux. Donc ça veut dire que ce que vous voyez là, ça se passe de la même chose en face, de l'autre côté, donc par miroir. Donc si vous êtes envoyé à droite d'un côté, vous êtes envoyé à gauche de l'autre. Mais en plus, ça pose une question. Ces femmes, elles vont donc sur leur droite, mais à gauche du SS. Est-ce qu'elles ont été envoyées à gauche ou à droite? C'est quelle Enfin, ça pose une question. Et en miroir, de l'autre côté. Donc, si on récapitule, parce que là, vous allez voir à quel point c'est le foutoir. Au bout de la gare, de la rampe, il y a les deux grandes chambres à gaz, les crématoires 2 et 3. Mais de l'autre côté, il y a les 4 et 5 qui se trouvent un peu plus haut. Et vous avez même le bunker qui se trouve au bout, qui est une chambre à gaz sans crématoire. Du coup, quand vous êtes envoyé vers la gauche, vous allez à la mort, mais quand vous êtes envoyé de l'autre côté, vous allez aussi à la mort. Et selon le côté de la voie de la gare, en fait, donc c'est un jeu de miroir permanent. Il n'y a ni gauche ni droite. Mais en plus, pour compliquer les choses, parce que ça vous montre comment est-ce qu'on connaît mal le fonctionnement, mais ce n'est pas un reproche, ces deux femmes partent en direction, en gros, des deux chambres à gaz, les 2 et 3. Le seul problème, c'est que ce n'est pas les seules. Et si je vous montre celle-ci, donc c'est celle-là, mais là aussi, c'est deux autres jeunes femmes, donc elles ne devraient pas partir dans cette direction. Donc ça, on pourrait se dire que ce jour-là, les SS ont tué tout le monde, y compris les jeunes femmes. Sauf qu'en reconstituant la série dans l'album, on se rend compte que toutes ces femmes, elles ne vont pas plus loin que l'autre côté de la gare, elles ne vont pas jusqu'au crématoire, elles stationnent sur la sur la Hauptstrasse, qui est la voie principale. Ça veut dire une chose, et c'est là où il y a tout un ensemble de problèmes. Quand des personnes sont envoyées être assassinées, quand des personnes sont envoyées être assassinées ici, elles font ce parcours. Mais on sait que le fonctionnement des chambres à gaz est relativement simple. Quand on tue là, on ferme l'accès ici et l'accès là. Mais si vous êtes sélectionné, vous devez faire le même chemin pour aller au Sauna, au Central Sauna. Ça veut dire que ces femmes-là, on les a fait stationner ici pendant qu'on tuait là. Donc en fait, il n'y a ni droite ni gauche, et il n'y a pas de quand vous êtes sélectionné, vous allez vers le camp. Il y a plein de photos qui ont été prises à la gare de gens qui sont sélectionnés et qui restent pendant des heures jusqu'au moment où le convoi repart. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au moment du procès de Francfort, le procès d'Auschwitz en 1963, il y a une témoin qui dit « Moi, j'ai été à gauche, mais je dois me tromper puisque tout le monde dit que la vie, c'était à droite. » Ce qui montre à quel point l'idée s'est généralisée. Tous les témoins, pour des raisons normales de simplification du témoignage, ont dit à droite, c'est la vie, à gauche, c'est la mort, ce qui est en plus un truc culturel en Europe, sinistre, le malheur, etc.
et que quelqu'un qui se rappelle parfaitement d'avoir été envoyé du côté où elle a été envoyée se dit en fait, je dois me tromper parce que tous les autres disent autre chose. Et ça montre à quel point ces témoignages se sont diffusés très tôt et ont fini par se généraliser, s'uniformiser. Et que, en gros, si je prends cette photo, vous pouvez la légender femme envoyée à gauche, puisque c'est notre gauche, à destination des chambres à gaz. Alors qu'en réalité, elles sont temporairement épargnées. Et souvent sur ces photos, vous avez l'explication envoyée vers la gauche, celle-là ou d'autres photos, alors qu'en fait, elles vont à droite. Enfin voilà, c'est juste, ça vous montre à quel point on raconte n'importe quoi sur les images. Voilà, pour simplifier. On a compris que beaucoup de gens savaient car ils voyaient le camp. Est-ce qu'on apprend des choses sur la conscience qu'avaient les déportés de ce qui se déroulait? Est-ce que ça, on approche une idée ou pas du tout de la conscience qu'ils avaient du lieu dans lequel ils arrivaient? Difficult to answer C'est difficile à because répondre sometimes parce que parfois, you want to see things, vous voulez voir des choses then see. que vous allez voir. Happens to me entirely. Cela m'est arrivé et c'est arrivé à tout le monde. Vous voulez tellement voir des choses sur la photo, mais si je vois le pain, en fait, les gens pensaient que au moins on pouvait manger, sans quoi ils auraient laissé le pain sec. Parce que le problème principal en mai 45, après 3 jours dans un train sans eau, ce n'est pas la faim, mais c'est la soif. Donc, si vous gardez votre pain, ça veut dire que vous allez manger. Mais vous pouvez espérer que vous allez manger. Et vous pouvez vous dire que ça serait stupide de jeter le pain également. Donc, voilà. Et je vais répondre, mais d'une autre manière. Le 11 septembre 2001, je suis chez moi, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais dans mon canapé à Grenoble. Enfin, si j'aurais pu être dans mon canapé à Paris ou n'importe où, ou à Berlin. Et je regarde ce qui est en train de se passer, et il y a les sauteurs, enfin ceux qui sautent des tours. Moi, dans mon canapé à Grenoble, je sais qu'ils vont se tuer. Eux, quand ils sautent, ils se disent, si je reste dans la tour, je vais être tué. Si je saute, j'ai peut-être une chance de m'en sortir. Parce que ça correspond à une chose qui est très importante. Il faut être psychologiquement très, très fort pour accepter l'idée de sa propre mort. Et c'est quelque chose qu'on écarte pour plein de raisons. Là, on est avec des familles, des enfants. Donc, la préoccupation des parents, c'est de protéger leurs enfants, par exemple. Et l'idée de sa propre mort, c'est quelque chose qu'on repousse à moins d'être vraiment très fort mentalement. Donc les sauteurs, on sait qu'ils vont se tuer quand on est tranquillement chez soi. Le sauteur, il se dit, j'ai peut-être une chance de survivre. Ces gens qui débarquent à Auschwitz, il y en a certainement qui savent que leur vie est en jeu, mais pour X raisons, c'est quelque chose qui repousse. Mais sur ces photos, par ailleurs, ce qu'on ne voit pas, c'est les gens qui sont suicidés dans les wagons. Parce qu'il y en a qui se suicident dans les wagons. Parce qu'eux, justement, ont compris où ils vont. Donc, dans les images, on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et je vais vous montrer une chose. Si vous regardez cette photo, vous avez cette femme-là. C'est le problème avec une image, c'est un instant figé. Cette femme, on pourrait croire qu'elle est en train de pleurer ou de crier. Ou alors, absolument pas, elle a juste été saisie à un moment où sa bouche était ouverte comme ça. Donc c'est là la limite. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement. Peut-être qu'elle pleure parce qu'elle sait. Mais ça se trouve, elle pleure absolument pas. Donc moi, mon analyse, je peux pas vous proposer d'analyse en partant de ça. Et on touche du doigt justement ce truc-là, mais quoi. What? Alors peut-être une... Non, mais justement pour conclure une chose, Oui. mais Christophe, c'est un point qu'il a, c'est que quand vous voyez des gens qui sourient aux photographes, c'est un code culturel, c'est non significatif, de la même manière que quand vous ne souriez pas à un photographe, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'aller voir un psychiatre. Voilà, donc il faut
comprendre les limites de l'image. That's why we put into the book quite a few Dans le livre, newspapers. on a mis beaucoup d'articles de journaux qui parlaient de cela, des journaux de l'époque. Parce que comme les photos, comme on l'a dit, ça ne donne pas toutes les preuves, que ce soit du crime, ni même le pain ou quoi que ce soit. Donc sûr. on avait besoin Vous terminez d'autres votre sources. livre, et ce sera ma dernière question, sur la question du dessin. Parce que justement, cette image dont vous dites très justement, Tal, que c'est un moment dont on n'a pas la succession, la linéarité, le récit, et que par conséquent, elle a quelque chose d'indécidable et d'ininterprétable. Mais que le dessin, lui, dans sa succession, dans le récit, permet parfois une intelligibilité supérieure à la photographie. Alors même qu'on a tendance à penser que la photographie, c'est l'objectif, et le dessin, c'est artistique, c'est pas objectif. À la fin du livre, vous montrez qu'on aurait tort de considérer le dessin comme une ressource mineure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puis ce sera le dernier? Ouais, merci. Donc ça, c'est un dessin d'Alfred Kantor, qui est un jeune garçon tchèque de 17 ans au moment où il est déporté. Mais pour répondre à la question, il y a déjà un premier problème, et qui est dans la question, c'est le dessin serait artistique. Non, pour ces gens-là, c'est une manière de témoigner. C'est là, Non, mais de le lire. C'est un truc qu'on retrouve depuis le début, depuis la fin de la guerre. C'est de l'art. Primo Levi, qui est un génie en matière d'écriture, personne dit c'est de l'art parce qu'il témoigne. Alfred Kantor, je le fais de manière lapidaire, il sait pas écrire. Il dessine, évidemment qu'il sait écrire, mais son moyen d'expression, c'est le dessin. Il ne fait pas de l'art, il produit par le témoignage, il témoigne. Donc ça ne relève pas d'une démarche artistique, il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire le Picasso du... Enfin, voilà, c'est là l'absurdité du truc. On accole une dimension esthétique ou qualitative, non, c'est du dessin, point à la ligne, ou de la peinture, et il n'a pas une volonté artistique, il veut témoigner. Son témoignage est d'autant plus intéressant qu'il montre comment arrive un convoi, et on sait que l'immense majorité des convois arrivent de nuit. Vous pouvez lire n'importe quel témoignage, j'en connais quasiment pas un qui dit on est arrivé de jour, ils disent tous qu'ils sont arrivés la nuit. Alfred Kantor, il montre que ça arrive de nuit. Mais du coup, on comprend une chose, les gens quand ils descendent, ils savent pas où ils sont, ils voient pas les baraques autour, ils voient pas ce que nous on voit. 80% de ceux qui étaque dans ce convoi-là, ils ont été envoyés vers les chambres à gaz, ils n'ont rien vu d'où ils étaient, ils n'ont pas compris où ils étaient. Ils ont une connaissance qui est moins que celle que nous fournissent les images, les photos. En plus, il y a ce truc, on pourrait faire un très long moment sur les dessins, mais il y a cette idée que ça serait subjectif parce que c'est manuel et que la photo serait fiable parce que c'est mécanique ou aujourd'hui électronique. Sauf que ça touche du doigt un truc qui est très problématique, c'est que le dessin est à ce point pas compris culturellement que quand Spiegelman fait Maus, qui est la transposition du témoignage de son père en dessin, c'est un succès immédiat. Le New York Times a 2 classements, les essais et les fictions. Et ils mettent Maus dans les fictions, parce que c'est des chats et des souris. Et Spiegelman est obligé d'écrire en disant je vous demande de me déplacer dans les essais, parce que ce qui est arrivé à mon père est la réalité. Au New York Times, il y a un journaliste qui dit ouais, mais est-ce que son père avait une tête de souris? Ce qui montre à quel point on ne comprend pas ce que c'est la transposition des faits. De la même manière que tout le monde va se dire dans la liste de Schindler, ils avaient cette tête-là. Non, c'est des acteurs, c'est pas la réalité. C'est une transposition de la réalité à travers une représentation fictive appuyée sur des faits réels. Et c'est là où il y a une immense mécompréhension du dessin. Ce dessin contient plus d'informations que les photos, ou alors ce dessin montre plus de réalité en matière de la sélection que toutes les photos de l'album. Vous verrez aucun SS arracher un gamin à son père. Là, vous l'avez, la violence qui est décrite par tous les témoins. On avait les armes dans la presse. Avec les armes, voilà. Alors, si vous prenez les témoignages, ils parlent de la violence. Si vous prenez les photos, il y a 0 violence. Les SS sont sympathiques. Vraiment, si je dis ça sans cynisme, vous ne verrez jamais la moindre trace de violence. Il y en a de partout, évidemment, mais de la violence exercée, un gamin qui est arraché, vous ne le verrez pas. De la même manière que le vieux qui est attrapé, les juifs orthodoxes qui ont été photographiés, ils ont dû être attrapés comme ça. Je suppose, on ne leur a pas dit, s'il vous plaît, si vous voulez nous suivre, on va... Non, donc ces dessins ont plus de réalité par rapport aux photos, mais c'est un truc qu'on n'arrive pas à penser.
Eh bien, merci beaucoup.